monde. Avant que je ne partage l'écran et que vous ne me voyez plus, je vais peut-être me présenter un peu. Donc, j'ai passé près de 30 fois. Je suis un ingénieur au départ, un ingénieur civil au départ, qui est devenu financier puis qui est devenu indépendant. Et j'ai eu la chance pendant ma vie professionnelle de devoir gérer ou de passer de très nombreuses crises. J'ai travaillé en guerre au Moyen-Orient, j'ai dû réduire de 20% le personnel, j'ai été responsable des marchés financiers pendant la crise financière, et puis j'ai géré aussi mes crises personnelles aussi, de passer du métier de l'industrie au métier de la finance, et puis du finance à l'indépendant. Donc, ce que j'essaie de faire aujourd'hui avec vous, c'est de partager ce que j'ai appris, hein, et à la fois de mes erreurs et puis de mes résultats, hein, et surtout, donc ce ne sont que des idées, hein. Je peux vous faire 50 slides derrière sur chacune des slides. Donc, c'est surtout pour voir, je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est si vous pouvez retenir une ou deux idées que vous pouvez appliquer immédiatement, ce serait merveilleux. Et si vous désirez bien sûr que je vous y aide après, je suis bienvenue à ça, bien sûr aussi. Mais l'objectif n'est pas d'aller dans le détail, bien sûr, sur une demi-heure, hein, mais de vous donner quelques idées parfois un peu nouvelles, hein, sur comment approcher la gestion du risque et la gestion de la résilience. C'est une présentation qui sera un peu complémentaire à celle que j'ai faite en janvier en présentiel et qui était surtout sur la notion de risque de sustainability, donc de risque de durabilité. Ici, on va aller vers la résilience, qui est donc le risque plus extrême. Donc, la première chose en haut, c'est très important, c'est que même quand on réussit, c'est jamais définitif, et que même quand on rate, c'est jamais fatal. Hein. Donc, c'est le courage qui continue. Donc, c'est vraiment le fait de vouloir continuer, hein, qui est un élément très… Alors, la première chose que je voulais vous dire, c'est d'éviter une confusion. Hein. On a tendance à se dire que lorsqu'on est sustainable, c'est-à-dire lorsque l'on contribue positivement au climat, au social, à la santé, etc., eh bien, on va être résilient. Mais ce n'est pas ça du tout. Hein. C'est-à-dire que même si la notion de sustainability et la notion de résilience, maintenant, faut appel aux mêmes facteurs, hein, c'est-à-dire qu'on peut à la fois faire de l'argent avec le digital, mais on peut aussi avoir des cyber-attacks. On peut à la fois faire de l'argent en étant plus social, mais on peut aussi avoir des crises sociales, etc., etc. Donc, la notion de sustainability est une notion de business, hein, qui a pour objectif de vous faire de prendre une opportunité et d'aller faire donc plus de performance par rapport aux risques ESG, environnement, social, gouvernance, vous connaissez ça. Donc ici, on est sur la notion de la rentabilité sur risque. Par contre, ici, on est sur la notion de la préparation, hein, c'est-à-dire la notion de dire, si vous regardez votre courbe de probabilité de résultat, à l'avenir, hein, vous avez un résultat que vous espérez, vous pouvez faire un peu plus, jamais beaucoup plus, mais par contre, vous pouvez faire un peu moins et il est possible que vous fassiez beaucoup, beaucoup moins quand vous arrivez face à des crises financières, à des crises de pandémie ou des crises de climat, etc. Donc, on va parler de la préparation en fait à ces événements extrêmes, sachant que la résilience, c'est être capable de résister, être capable de se relever et être capable d'apprendre, hein, en face de ces chocs. Et que la principale qualité qu'il faut avoir, c'est le accountability. Hein, si on n'est pas accountable, de se dire nous devons contribuer à ce que ça ne se passe plus, on ne va jamais être résilient, même si on est sustainable, parce que les produits que vous faites sont des produits qui sont respectueux de la planète, des people et de la prospérité. Alors, ça, c'est une façon toute simple en risk management de découper les types de risques. Alors, vous avez ici la notion de « je suis conscient et je suis prêt à prendre conscience de ces risques ». Et la notion ici, c'est « je connais ces risques ». Donc, c'est-à-dire, je connais comment ils fonctionnent, je connais leurs interactions, je connais leurs interconnexions, je connais leur impact. Et c'est vraiment la différence entre les deux qui est très importante dans la notion de résilience. Donc, vous avez ici, pardon, oulala, comment est-ce que je reviens en arrière? Voilà. Vous avez ici la zone de l'incertitude. C'est-à-dire, il pleut, hein, vous voyez le pluie qui tombe, vous prenez votre parapluie. Voilà, ce sont les non-knowns, c'est la notion de l'endroit de la certitude. Et puis, vous avez ici en dessous, il risque de pleuvoir et il risque de pleuvoir plus. Ça, c'est les known-unknown. C'est-à-dire que vous connaissez ces types de risques-là, mais ils sont en train de grandir et vous ne savez pas très bien jusqu'où ils vont grandir. C'est ce qu'on appelle en risk management les white swans, les signes blancs. Alors, la zone de la résilience, ce sont ces deux-ci. C'est-à-dire la zone qu'on appelle les gray rhinos, c'est-à-dire la zone où certains savent que ces risques sont là, mais vous ne voulez pas, vous,
l'accepter, hein, vous les mettez de côté. Vous les mettez de côté parce que c'est pour les autres, parce que c'est trop important, parce que c'est trop difficile, mais vous les mettez de côté. Et clairement, ça, c'est la zone de la crise financière d'il y a 10 ans, puisque si vous regardez regardez l'exemple ici, ça, c'est l'évolution du prix des maisons aux États-Unis sur un siècle, hein, corrigé de l'inflation, bien sûr, et ceci, c'est l'entre-deux-guerres. Donc, si vous regardez l'évolution, vous voyez bien que le prix des maisons pendant un siècle a tourné autour de 100-120 000 dollars par maison, hein. Et puis ici, lorsqu'on a commencé à baisser le taux d'intérêt très très fort, lorsqu'on a commencé à donner du crédit à des personnes qui ne pouvaient pas les rembourser, et bien évidemment, le prix des maisons a commencé à monter. Il a commencé à monter, 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 et on ne s'est pas arrêté. On n'a pas voulu voir que ça allait s'arrêter et que le ciel n'allait pas être atteint. Évidemment, eh bien là, la crise est tombée et les maisons sont revenues au niveau de maintenant. Donc ça, c'est typiquement la notion de l'awareness. Donc ce n'est pas un black swan. Donc on appelle ici les black swans, ce sont les types de risques que vous n'appréhendez pas encore. Ici, dans les grey rhinos, la pandémie est également là, vous allez voir. Donc, si vous regardez l'évolution de la population au cours des 20-30 dernières années, si vous savez qu'on a triplé le nombre de villes de plus de 10 millions, si vous savez qu'on va vers les territoires non habités où il y a d'autres infections, si vous savez qu'on multiplie le tourisme tous les ans, etc., etc., si vous savez que le changement climatique fait qu'on a accès à de nouveaux types d'infections à cause notamment des inondations, si vous savez qu'on a des pays qui sont actuellement en conflit civil et que ça réduit la qualité de leur système de santé, si vous savez surtout que tout ceci est en train de faire monter les inégalités, eh bien, vous ne pouvez pas dire que la pandémie était un black swan. Donc, la pandémie n'est pas un black swan, c'est un grey rhino. Mais par contre, on n'a pas voulu nécessairement se mettre en face de ça et le préparer. Ce qui est également un black swan, un grey rhino maintenant, bien sûr, c'est le risque climatique, pardon, excusez-moi. C'est le risque climatique, hein. On en parle beaucoup, ce n'est pas encore beaucoup manifesté chez nous, hein, mais il viendra. Et puis, quelque chose qui se présente depuis une bonne année, hein, c'est la partie de social unrest, c'est-à-dire le fait que la société se rebelle. Je dirais qu'il y a 2 ans, on aurait probablement mis ces deux-ci en bas. Hein, c'est-à-dire qu'il n'était pas encore vraiment matérialisé, et en tout cas certainement pas la partie du monde de confort social. Hein. Ça a commencé avec les Gilets verts, ça continue bien sûr maintenant avec le mouvement des Black Lives Matter, etc. Mais ce risque-là, qui était probablement un Black Swan il y a 2 ans, est en train de devenir un Grey Rhino. Je ne peux pas vous dire quels sont les Black Swans de demain, hein, mais je peux vous dire comment il faut se préparer à pouvoir réagir à ça. Donc, retenez bien ça, hein, c'est que la zone de risk management ici, ce n'est pas la zone de la résilience. Ce n'est pas parce qu'on gère les risques que l'on connaît, hein, les risques de demain que l'on connaît, que l'on va être résilient. C'est parce qu'on gère les risques que l'on connaît moins, hein, et qu'on accepte de se dire, ils vont se passer et je suis accountable pour contribuer à être résilient lorsque ces risques se manifesteront. Donc, retenez bien le nom de Grey Rhino, retenez le nom de Black Swan, hein, et sachez que lorsque un Black Swan arrive là, vous devez vous préparer à « et qu'est-ce que je ferai si ?» Alors qu'ici, vous devez être prêt. Hein, c'est quand certains d'entre vous parlez de sécurité, mais vous devez être prêt, bien sûr, à des éléments de sécurité. Ici, ce sont des éléments qu'on n'avait pas encore vus, mais que vous, en toute conscience, vous savez, vont se passer. Et c'est ce qui s'est passé avec la crise pandémique. Alors, comment appréhender ces risques-là? Donc, vous voyez, il y a 3 types de risques. Il y a les risques que l'on connaît et qui sont en train d'augmenter. Donc, ça, c'est la sécurité de données, ce sont les cyberattacks, c'est l'instabilité financière économique que nous avons maintenant avec les taux très, très bas, au cas où les taux monteraient. Et avec ça, vous devez le gérer en 5 étapes. D'abord, il faut les identifier, hein, c'est-à-dire il faut être aware que ces risques existent. Il faut ensuite les estimer au niveau de l'impact, même si c'est difficile, même si c'est à 50% près. Il faut estimer parce que s'il n'y a pas quelque chose qui est en euros, vous n'allez pas provoquer la réaction derrière. Ensuite, il faut mettre en œuvre des mesures préventives, c'est-à-dire des mesures qui vont faire que la probabilité que vous soyez sujet à ces risques-là va se réduire. Et puis, des mesures correctives, c'est-à-dire que même s'il se passe, eh bien, vous allez réduire la sévérité de ces risques. Et puis, surtout,
Quand ces risques se passeront, eh bien après, vous allez apprendre de comment vous avez fait et vous allez améliorer à nouveau votre système. Hein. Donc, vous devez mettre en place ici des clignotants, estimer l'impact, mettre des contrôles en place pour réduire la probabilité que ça se passe, réduire la sévérité et après apprendre. Quand on est face au grey window, c'est-à-dire au changement climatique, à la pandémie, enfin la pandémie maintenant elle est là, hein, pardon, la pandémie pardon maintenant elle est au-dessus, au social unrest, au risque géopolitique, ce qui est important pour l'identifier, c'est de provoquer en interne cette curiosité, hein, cette imagination et cette écoute qui va provoquer le accountability. On a beaucoup de mal, bien sûr, à estimer ça, mais je vais vous montrer après que l'on peut, en faisant, ici par exemple, de l'horizon scanning, c'est-à-dire en regardant qu'est-ce qui est possible à 6 mois, à 1 an, à 3 ans, etc. Et en regardant surtout très très loin. Hein. C'est-à-dire qu'avec les types de risques que nous avons maintenant, vous devez regarder au moins à 10 ans. Hein. Il faut avoir une vue sur qu'est-ce qui pourrait se passer à un horizon de 10 ans. Sinon, vous ne serez pas résilient. Vous ne serez résilient qu'à 1 an. Et il ne faut pas attendre que ça se matérialise, hein, pour commencer à réfléchir à « et si ça se passait, qu'est-ce que je vais faire ?» Par contre, dans la partie des Black Swans, c'est-à-dire des unknown, il n'y a qu'un moyen. Hein, c'est de mettre en place une culture qui est vraiment basée sur le risque. Hein, c'est-à-dire que tout le personnel chez vous, hein, à tout niveau, de la secrétaire jusqu'en haut, et cette culture d'identifier quelque chose se passe qui pourrait provoquer l'incertitude, de mettre de côté le mot risque, parce que le mot risque parfois a un élément, une connotation négative, c'est les risk managers, ça empêche de faire les choses. Pas du tout. Pensez à maintenant gérer l'incertitude, hein, et essayer de mettre en place une culture qui va faire que gérer cette incertitude va avoir une valeur pour votre entreprise et va surtout être inspirante pour chacun d'entre vous. Et pour les Black Swans, il n'y a qu'un moyen, hein, c'est de savoir comment vous allez gérer les crises et d'être surtout très agile, c'est-à-dire de réagir vite, d'accepter vite qu'un changement va se passer, de ne pas accepter que vous savez et surtout pas que vous savez mieux que les autres, de ne pas attendre que d'autres réagissent avant vous. Hein, c'est vraiment ça, la culture de risque qui est d'identifier cette incertitude, d'avoir envie de l'adresser très rapidement, de savoir que c'est inspirant de pouvoir l'adresser rapidement parce que gérer l'incertitude, c'est gérer le business, hein, et que cette agilité qui demande un travail en commun est aussi un prérequis qui est fondamental. Alors, on ne pourra pas faire ça maintenant, bien sûr, mais pour chaque catégorie de risque ici, vous pouvez, horizontalement et aussi à chacune des étapes, mettre en place des indicateurs, hein, qui permettront en fait d'identifier qu'un risque est en train de se manifester, de voir comment quantifier d'autres indicateurs, bien sûr ici, comment apprécier leur probabilité, etc. Bon, ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui, mais la gestion des risques demandera que pour chacun des étapes ici, vous ayez donc des indicateurs qui soient quantitatifs, même s'ils essayent d'apprécier la satisfaction, par exemple, du personnel, hein, mais il faut quantifier les choses, parce qu'on ne gère, we don't manage what you can't measure. Et même si votre mesure est à 50% juste, il faut la prendre. Parce que lorsque vous l'aurez fait, vous aurez appris, et que demain, elle sera à 30% juste. Alors maintenant, on va commencer par le premier point, hein, le point d'identifier ici. C'est-à-dire, le point qui est fondamental dans la partie résilience, c'est cette partie de l'awareness, hein, qui est celle de prendre la prise de conscience du fait que que ce risque existe et que vous êtes accountable pour le prendre en considération. Alors, je vais vous montrer ce que donnait le World Economic Forum, hein, le forum qui donne en fait les inputs à Davos, et qui fait un rapport annuel que vous connaissez peut-être, qui est le rapport des Global Risks, que je vous encourage vraiment à lire chaque année et à relire, hein, dans le courant de l'année aussi, à voir ces corrections. Ça, c'est ce qui était donné en janvier 2019. Alors, en janvier 2019, on ne parlait que de la 4e révolution industrielle, hein, the Fourth Industrial Revolution. Et on parlait bien sûr donc, essentiellement de l'impact de la technologie. Donc, la digitalisation, qui est donc un risque, un vieux risque, hein, mais qui changeait, qui augmentait. Hein. Et on parlait surtout du fait que cette technologie était en train de créer une fusion et de mélanger un petit peu les frontières entre le physique, le digital et le biologique. Bon, pour tous ceux d'entre vous qui tiennent des entreprises en biotechnologie, vous connaissez bien, idem ceux qui travaillent dans le digital ou dans l'aérospace. Hein. Donc, vous voyez ici, ils essayaient de dire mais, quel est l'impact de tous ces risques sur les changements que nous avons.
Ce n'est pas simplement d'identifier. Ce qui est très important, c'est d'identifier ces connexions. Hein, parce que si vous voulez apprécier l'impact, apprécier le premier niveau n'est pas suffisant. Vous devez comprendre l'impact sur les inégalités, comment donc la société peut réagir à ça, comment vos processus de business vont changer si vous allez vers une organisation agile, comment vos talents vont devoir changer, comment les conflits internes vont se changer, parce qu'évidemment, les règles internes sont différentes. Comment vous allez pouvoir, bien sûr, tirer avantage de la productivité et de l'innovation. Comment la fusion des technologies va avoir un impact sur votre communication, etc. etc. Donc, tout ceci, c'est les types de conséquences qu'il y avait, donc, qu'il y a toujours, bien sûr, qui étaient mises en avant en janvier 2019, donc il y a une bonne année. Il mettait déjà en avant quelques greenwinos en disant oui, mais bon, ça force quand même les États à penser à comment est-ce qu'on se développe, comment est-ce qu'on crée de la valeur. Est-ce que la valeur n'est plus que de la valeur économique? Est-ce qu'il y a d'autres valeurs à créer que des valeurs économiques? Et finalement, qu'est-ce que c'est d'être humain? Qu'est-ce que c'est que d'être un homme? Et de commencer à mettre en avant, bien sûr, les changements climatiques. Hein, et aussi le fait que si on voulait vraiment aller vers un monde qui était plus durable et plus inclusif, mais il fallait vraiment un changement dans le comportement et dans le mindset. Donc, ça encourageait à se dire, mais moi, mon entreprise, ma société, mes investissements, comment est-ce qu'ils sont sensibles? Est-ce qu'ils sont résilients vraiment à ces risques climat, cyber, économiques, géopolitiques? À commencer en tout cas une réflexion, à comprendre la sensibilité, à comprendre les interactions dans le premier degré et dans le deuxième degré. Et alors, maintenant, je vous donne le rapport de janvier 2020. Alors, il donne la probabilité et l'impact, donc la sévérité, des types de risques qu'ils appréhendent. Donc, ce sont des rapports qui sont faits à partir de surveys sur des milliers de personnes et je contribue à ces rapports aussi. Donc, il découpe les types de risques en risques technologiques. Donc, là-dedans, vous avez le biologique, vous avez le digital, en risque économique, c'est-à-dire la liquidité, les taux, etc., en risque environnemental, donc le climat, en risque géopolitique et en risques sociaux. Et vous voyez qu'en janvier 2020, il n'y avait plus que dans les grands impacts et dans les grandes probabilités que des risques quasiment environnementaux. Hein? Donc, ça veut dire que pour la première fois, tous les risques à long terme, donc ça, ce sont les risques à long terme, le risque à plus de 3-4 ans, tous les risques à long terme étaient tant en probabilité qu'en impact des risques environnementaux. Mais en même temps, des surveys qu'il faisait, il disait, oui, mais l'économie est quand même à risque parce que le risque d'attaque cyber monte, parce que le changement climatique est en train de toucher plus que prévu, et parce que quelque part, les systèmes de santé commencent à ne plus être le fit for purpose par rapport à l'évolution de notre mode de vie. Tout doucement, on commençait bien sûr à voir que, notamment par exemple en France et ailleurs, eh bien, la population commence à protester parce que les inégalités augmentent. Partout, les inégalités augmentent. Et vous allez comprendre de ce que je vais vous dire aujourd'hui, que je crois vraiment que c'est penser inégalité qui va faire que tout le reste demain va se régler. Et donc, tous ces changements demandent une action collective, hein, mais on commence à voir des fractures dans la communauté. Et alors, vous voyez ici, dans la infectious disease. Donc, ça veut dire que dans ce rapport, on avait identifié que l'impact d'une pandémie pouvait être très, très grand, mais on avait dit, ben non, mais sa probabilité était enfin basse. Et l'erreur qui a été faite est la suivante, enfin l'erreur qui est faite par tout le monde, par chacun. Ça, c'est toujours le World Economic Forum. Donc, ce qu'ils font, ils analysent les risques individuellement, hein, en probabilité et en impact, donc simplement un par un. Et puis après, ils se disent, oui, mais quelles sont les interconnexions entre ces risques? Et ça, c'est une des choses qui est la plus importante en gestion des risques maintenant. Hein. C'est que tous les risques sont devenus maintenant non seulement complexes parce qu'ils sont très nouveaux, mais aussi très interconnectés. Donc, vous voyez ici, vous avez le plus gros risque, hein, donc le plus gros risque que vous voyez ici, qui est donc le risque climat. Hein, et vous voyez comment il pourrait interconnecter, eh bien, par exemple, par le fait que le risque climat pourrait créer de la migration. La migration peut donner de l'instabilité sociale, peut créer aussi de l'unemployment, peut avoir des impacts négatifs sur l'environnement digital que nous avons, puisque tout le monde n'est pas équipé, peut augmenter les cyber-attacks, etc., etc. Donc, vous voyez un peu comment les risques peuvent s'interconnecter. Donc, la taille du carré, c'est
l'impact et la sévérité de ce risque dans le tableau précédent. Et l'épaisseur du trait ici, c'est la force de l'interconnexion qu'il peut y avoir par rapport à d'autres. Alors vous voyez ici la pandémie. Bon, vous commencez à voir quand même que ils avaient noté que si une pandémie se créait, eh bien, on allait avoir des fractures au niveau de la gouvernance globale entre les États, qu'on allait avoir des conflits entre les États, qu'on allait créer de l'instabilité sociale, qu'on allait créer de l'unemployment, etc., etc. Donc vous voyez, les interconnexions sont là. Mais clairement, on avait sous-estimé, fortement sous-estimé, la force de cette interconnexion, tant en vitesse de réaction qu'en impact en taille. À la fois dans les mesures préventives, dont vous vous rappelez, je vous ai dit au-dessus, quand on gère le risque, il faut d'abord essayer d'éviter que le risque ait un impact important, et puis après, il faut réduire en corrigeant. Donc, le lockdown, qui sont donc des mesures préventives, hein, peut-être que pour vous donner un exemple, pour bien comprendre la différence entre ça et ça, c'est eh bien, vous avez une maison qui est en feu, vous appelez les pompiers. Donc d'abord, le pompier, il met de l'eau. C'est ça. Donc, il arrête l'incendie. Ça, c'est ce que l'ECB a fait en mettant plein de liquidités aussi dans le marché maintenant. C'est ce que le pompier fait en mettant l'eau. Et puis après, il faut reconstruire votre maison. Hein, c'est votre maison ici, et votre maison elle va être différente parce qu'elle va mieux se protéger contre l'incendie, etc., etc. Ça, ce sont les plans de récupération qui sont en train de se négocier au niveau de la Commission européenne, par exemple, avec le EU Generation Plan, par exemple. Ce sont les plans de récupération des États maintenant. Donc, il faut bien différencier ce qui, ici, a permis de corriger, enfin, a permis d'arrêter l'incendie, de ce qui, demain, va permettre ça. Ici, vous avez la sustainability. Ici, vous avez la résilience. Hein? Donc, il faut bien, je crois, toujours bien faire la différence entre les deux éléments, hein, et comprendre chaque fois l'impact que vous avez, notamment, par exemple, les impacts des lockdowns ont été sur quasiment toutes les industries, sauf le digital et l'éducation peut-être, mais les impacts étaient multiples. Par contre, les mesures correctives vont d'évidence encourager une économie plus verte, plus smart, plus fair. Hein. Donc, les plans de récupération ne vont pas être souteneurs des mêmes types d'actions. Vous allez également avoir un impact sur la... Bon, on verra après dans les plans de scénario les impacts qui sont derrière. Mais donc, prenez bien la différence, faites bien la différence entre les interconnexions qui sont celles qui vont se passer lorsque l'événement se passe et lorsqu'on va corriger pour que demain cet événement se passe moins. Et la raison principale, et je prends ici, vous connaissez certainement les Sustainable Development Goals, les SDG des Nations Unies, donc, qui ont été approuvés il y a une dizaine d'années. Donc, ces Sustainable Development Goals sont au nombre de 17. Hein, et j'ai mis ici en rouge, et vous avez ici plus de détails si ça vous intéresse, vous avez ici donc tous les goals, et vous avez en rouge ceux qui ont été négativement impactés par la pandémie. Et donc, ce sont tous ceux-là qui ont provoqué des effets indirects qui, chaque fois, ont aggravé la conséquence de ça. Donc, la pauvreté, bien sûr, etc., etc. Les seuls sur lesquels il y a eu un impact positif, hein, et qui, bien sûr, est en train de se multiplier, et vous allez en prendre les avantages, c'est l'innovation, c'est bien sûr la production avec le changement dans les supply chains, mais tout le reste, ça a été négatif. Donc, ça veut dire que si vous me mettez uniquement là-dedans, hein, c'est-à-dire si vous prenez les avantages, disons, ESG de stabilité, et que vous ne pensez pas à vous préparer au reste, eh bien, vous n'allez pas atteindre l'objectif combiné de la résilience et de la sustainability. Donc, ce que j'encourage toujours, c'est de se dire, chaque fois que vous prenez une décision, non seulement pensez à l'impact financier, hein, mais à l'impact non financier. Et si vous voulez, plutôt que de regarder les statistiques qui sont un petit peu plus compliquées, faites toujours la distinction entre quel est l'impact sur les 3 P, hein, des Nations Unies, l'impact prosperity, l'impact people et l'impact planet. Hein. Et de votre décision, pas simplement la décision pour votre entreprise, mais de celle que vous avez parce que vous allez chercher des fournisseurs qui sont dans des pays qui ne respectent pas les human rights. Donc, mais simplement, dans chacune des décisions, prosperity, people, planet. Hein, dites-moi, est-ce que je suis en train, par ces décisions, d'avoir un impact positif sur la prospérité? La prospérité, c'est la vôtre, parce que lorsque vous êtes prospère, vous créez également de la valeur économique pour le pays, etc. Peut-être également que vous en détruisez ailleurs. Hein.
people, pour vos personnels, mais également pour la société, pour l'environnement en général, et puis la planète, évidemment, vous voyez ce que je veux dire. Donc, le people, prosperity, planète, et j'avoue que plutôt que de mettre prosperity en premier lieu, j'ai tendance à mettre people, planet, prosperity. Parce que je suis persuadée que si on fait plus attention aux inégalités, on fera plus attention au climat, on fera plus attention aux pandémies et à la santé, etc. Parce que tout ce que nous n'avons pas fait dans le passé a eu un impact aggravant sur les inégalités, et c'est ce que maintenant est probablement le risque le plus important de résilience que nous avons. Je vais aller un peu plus vite ici maintenant, peut-être sur le comment faire, hein, pour vous donner des schémas, hein, et puis on dira un peu sur les scénarios de demain. Alors je vais aller un peu vite, vous m'excuserez si je vais un peu vite, mais je crois que vous avez toute la concentration pour y arriver. Donc la première chose, c'est de se dire comment, pour gérer ça, hein, pour créer l'awareness, pour créer les processus que nous avons dit auparavant, il faut se dire, eh bien, je vais avoir un appétit pour le risque. Et je vais me forcer à avoir des plans de contingence, même sur les choses qui sont très difficiles à apprécier. Et pour ça, il faut avoir une autre définition de la performance. Donc, vous avez la performance financière, hein, et vous avez la performance non financière. La performance financière, ben, il y a 3 domaines, hein, c'est votre bilan, c'est-à-dire votre robustesse, votre croissance, donc votre profitabilité, et votre liquidité, votre cash. Donc, ce sont les 3 le financial statement que vous avez. Et pour chacun d'eux, vous allez définir quel est mon objectif de robustesse? Donc, combien je veux de capital? Et jusqu'où j'accepte de descendre? L'appétit pour le risque. Quel est mon objectif de croissance, de rentabilité? Et jusqu'où j'accepte de descendre? Quel est mon objectif de liquidité? Donc, combien de cash je veux avoir pour résister à des autres flots? Et jusqu'où j'accepte que cette réserve de cash baisse? Donc, vos objectifs et chaque fois également votre tolérance pour le risque. Et on verra après comment faire. Mais il ne faut pas s'arrêter aux objectifs financiers. Il faut reprendre également les objectifs non financiers. C'est-à-dire, quels sont les objectifs en matière de capital humain, en matière de capital social, en matière de capital planète, nature. Même si vous avez du mal à définir des indicateurs, évidemment ici, ce n'est pas difficile, hein, c'est l'impact CO2, puisqu'on voit très bien qu'à un horizon de quelques années, non seulement on émettra un PNL euro, mais on fera aussi un PNL carbone. Donc ici, c'est tout simple, c'est l'impact CO2. Hein. Ici, c'est un peu plus difficile, mais vous avez des indicateurs que l'on peut développer de satisfaction, à la fois sociale et humaine en interne. Donc, il y a moyen de définir, même si c'est plus difficile ici, mais il faut le faire parce que c'est ici que se trouve la stabilité de demain. Hein. Donc, la performance, c'est d'atteindre la performance, c'est de gérer l'incertitude sur les objectifs financiers et non financiers qui intègrent toutes vos visions de demain. Et en fait, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est votre goodwill, en fait. C'est-à-dire, si la valeur de votre entreprise est supérieure au capital qui est dans son bilan, eh bien, votre goodwill est positif. Et ce goodwill positif, il vient de ça. Il vient de l'espérance qu'ont les investisseurs que vous allez pouvoir augmenter votre valeur financière parce que vous créez d'autres types de capitaux demain. Et en fait, pour faire l'appétit pour le risque, ce que je fais généralement, qui est une approche toute simple, hein, c'est de se dire, bon, mais toujours on a ces 2 domaines de performance et on a ces sous-domaines de performance. Et c'est surtout pas de se poser la question, quel est mon appétit pour le risque? Non, c'est de se dire, quelles sont les attentes de mes investisseurs? Qu'est-ce qu'ils attendent que je sois dans tout ça, hein? Et quand est-ce qu'ils vont partir? Parce qu'ils ne sont pas contents, parce que vous n'êtes plus ce qu'ils attendent. Qu'attendent mes banquiers? Qu'attendent mes clients? Qu'attendent mon personnel? Qu'attendent mes partenaires, et notamment les partenaires de recherche que vous avez avec l'université? Qu'attend la société? Et vous faites, avec votre board, hein, vous faites cette réflexion de répondre à ces questions, hein, et de répondre par des phrases, hein, à la fois en répondant qu'est-ce qu'ils veulent et quelle est leur appétence, quelle est leur tolérance pour le risque, c'est-à-dire quand est-ce qu'ils vont partir parce qu'ils considèrent que vous ne répondez pas à l'objectif qu'ils attendent de vous. Et en fait, un framework d'appétit pour le risque, c'est ça. Vous reprenez après verticalement chacune des inputs que vous avez par domaine de performance. Vous en faites une phrase qui est toute simple, facile à expliquer, hein, qui à la fois donne votre objectif et votre niveau de tolérance pour l'incertitude. Et vous allez avec ça, en fait, après, allouer, hein, pour gérer votre performance et gérer votre incertitude. Alors, je ne vais pas aller dans le détail de ça, mais ce qui est important après pour gérer votre performance, ce n'est pas regarder hier, c'est de regarder demain. C'est-à-dire de se dire, on va le faire par des scénarios.
on va se dire, eh bien, je vais essayer par des scénarios de voir de quoi demain serait fait, quel sera l'impact financier sur mes trois les indicateurs de performance financière et sur mes trois indicateurs de performance non financière. Je dirais pour les gens qui sont comme vous, enfin, comme beaucoup d'entre vous, dans le domaine de la recherche, j'ajouterais probablement ici un domaine de capital intellectuel qui, je crois, est très important pour vous, mais qui, quelque part, est un petit peu combiné à ceci. Mais bon, on peut revoir un peu des choses, mais je crois que ce qui est important, c'est de combiner, c'est de compléter, c'est de couvrir, pardon, ici, tous les domaines qui, quelque part, assurent la résilience sur tous les domaines de sustainability à long terme. Voilà, alors, pour faire des scénarios, et c'est très important de faire des scénarios, et de les faire à très long terme maintenant, sinon vous allez vous mettre dans une stratégie qui ne va pas aller vers quelque chose qui est résilient. Mais à court terme, on commence à voir des choses plus claires, et on va regarder derrière ce qu'il y a. On est plus incertain après, et puis c'est quoi le monde de demain? Donc à court terme, ici, qu'est-ce qui est quasiment certain? Mais on est certain que les bilans des gouvernements vont se fragiliser. Financer 15% de GDP, ça va augmenter la dette publique d'une façon dramatique. Hein. Et évidemment, c'est pas trop grave maintenant. Pourquoi? Parce que c'est pas que nous, c'est tout le monde dans le monde entier. Donc finalement, mais même si on crée de l'inflation à terme, parce que il va falloir rembourser une partie de ces dettes, la partie de ces dettes qui ne va pas être qui va pas être diluée dans les banques centrales, il faudra la rembourser, il faudra la rembourser par la baisse du prix, mais ça va être la même chose partout. Donc finalement, c'est moins important l'inflation que maintenant. Mais par contre, l'incertitude sur le fait que les banques centrales vont réussir à garder des taux bas et des taux bas stables crée une fragilité dans la liquidité, donc une fragilité dans l'accès au financement que vous avez, qu'ils viennent du financement des États par les subsides ou qu'ils viennent du financement des banques. Les bilans des banques ont bien sûr se fragiliser. D'abord parce que maintenant, pour passer le lockdown, eh bien, les États ont demandé qu'il y ait enfin, vous en profitez maintenant, qu'il y ait des assouplissements pour les remboursements, qu'il y ait des assouplissements sur les taux, etc. Mais tout ça, dans un environnement où les résultats sont déjà très très bas au niveau des banques, ça va bien sûr avoir un résultat négatif, plus le fait que les défauts sont en train bien sûr d'augmenter. En plus, ceux qui ne vont être soutenus maintenant pour simplement ne pas mourir ne seront pas nécessairement ceux qui demain seront soutenus par les plans de récupération. Donc, on aura des entreprises qui vont être récupérées maintenant, mais qui ne vont pas tenir à long terme parce qu'ils ne sont pas résilients, parce qu'ils ne vont pas soutenir un objectif de sustainabilité au niveau de la communauté. Bon, il faut bien toujours se dire que même si maintenant les banques ont été beaucoup plus robuste. Je peux vous dire que la crise de février sur les marchés, la liquidité, les banques au niveau mondial, je veux dire, hein, je ne parle pas d'une banque individuelle maintenant, n'auraient pas résisté il y a 10 ans si on n'avait pas les ratios de liquidité et de capital qui ont été mis en place. Mais n'empêche que si demain on avait, par exemple, un taux d'intérêt qui commençait à monter, bon, ce serait dramatique. Ensuite, il faut se dire, donc, comme on l'a dit, après être passé au niveau de lockdown, eh bien, on va favoriser le vert, le digital et l'inclusif. Ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup d'actifs qui vont devenir sans valeur. Des actifs, c'est-à-dire des bâtiments, mais aussi des activités, des sociétés entièrement qui vont perdre la valeur complètement, parce qu'il faut donc se préparer rapidement à la transition, hein, revoir les chaînes de production pour pouvoir justement se préparer à cette transition. Ce qui est très important aussi, c'est que ça va augmenter. Hein. C'est que les fractures sont en train d'augmenter au niveau géopolitique et social et que donc il est très important dans tout ce que vous faites que vous contribuez parce que vous êtes accountable non seulement à réduire les inégalités hein, localement, chez vous, hein, dans votre personnel, mais dans votre société et dans la communauté. Alors, je ne vais pas aller dans le détail ici, mais ça, c'est simplement pour vous dire quelle est la vue d'une personne, Isabelle Knabel, qui est au bord de l'ECB, et qui dit, est-ce que c'est la déflation qui est le premier risque à court terme? Non, 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 non. Hein, vous verrez bon, le pourquoi ici. Le premier risque à court terme, c'est la désintégration. Donc, c'est ce que nous voyons maintenant qui se passe au niveau européen. Hein, c'est de réussir, et je crois que le mercredi prochain sera vraiment un jour excessivement important. C'est la deuxième réunion du Conseil européen, hein, qui va décider si oui ou non on fait donc de la dette commune pour refinancer le renouveau européen. Hein, et c'est vraiment un moment très très important.
Et j'ai tendance à dire, lorsque je parle de ça, que j'espère qu'ils vont voir ça comme étant un mémorial aussi à tous ceux qui sont morts pendant cette crise. Parce que c'est exactement comme lorsqu'on a fait la décision de créer l'Europe. Hein. On est maintenant dans la même décision maintenant. Alors, quelles sont les projections maintenant? Donc, ça, c'est le CB. Donc, le CB qui vient de sortir il y a quelques jours, le 4 juin, c'est prévision économique. Hein. Donc, vous voyez, pour la première fois, il n'y a pas une prévision. Il y a un groupe de prévisions. Donc, elle commence à gérer l'incertitude. Hein. L'incertitude, elle va de, en moyenne, 9% de GDP en moins, mais il y en a pour certains États à 15%, jusqu'à 20% de GDP en moins. Hein. Donc, vous voyez, avec un rebound l'an prochain, mais il y a une hypothèse fondamentale qui est ici. L'hypothèse que les États vont réussir à soutenir ce rebound par des politiques économiques qui vont être acceptées. Hein. Et la seconde hypothèse, c'est qu'on se prépare à ne pas à résister. Donc ça, c'est la sustainability, ça, c'est la résilience. C'est-à-dire qu'on se prépare à non seulement une deuxième vague, mais aussi une crise climatique, etc. Ce que l'ECB fait en mettant le 750 plus 600, donc 350 milliards d'euros sur le marché, ça n'est pas ça. Ça, c'est autre chose. Et donc, pour se préparer à ça, c'est aussi une approche que je vous propose de retenir, c'est de se dire que dans tous ces éléments qui créent une non-résilience, donc comme le climat, le digital, la santé, etc., il y a deux types de risques. Il y a les risques, les event risks, c'est-à-dire un risque immédiat, hein, donc ce qu'on a vu en Australie, la pandémie de maintenant, une cyber attack. Donc ça a un effet immédiat sur votre PNL. Hein, et donc, on s'y prépare, hein, et on part du scénario. Mais ce qui est surtout très important, c'est de gérer le risque de transition, hein, qui est un risque financier. Parce que votre société aura moins de valeur à terme si elle ne se prépare pas mieux à avoir un impact négatif sur la production de carbone, à être plus smart et à contribuer à l'amélioration des systèmes financiers. Donc ça, c'est un risque, un event risk immédiat qui a un impact sur le PNL. Ça, c'est un risque de transition, hein, qui est un impact sur la valeur. Et ce risque de transition, il est devenu maintenant un risque financier. Hein. Les banques maintenant considèrent que dans les risques financiers, il n'y a pas que le risque de marché, le risque de crédit, etc. Non, non. Le risque de transition à tous ces risques-là est en train de devenir un risque financier. Pourquoi? Parce qu'il va impacter la valeur des entreprises à terme et même rapidement. Hein. Donc, et ça va bien sûr accélérer la révolution industrielle, la quatrième révolution industrielle. Voilà, alors je vous donne ici quelques idées, hein, qui sont simplement, quand vous regardez, quand vous réfléchissez à qu'est-ce qui pourrait m'impacter, hein, m'impacter et qu'est-ce que je pourrais impacter également, à la fois un horizon où vous pouvez avoir une idée sur le demain, un horizon où c'est un petit peu moins clair, mais surtout l'horizon après et après. C'est quoi ma stratégie pour là, hein? Je donne ici quelques idées. Donc, à la fois dans le risque économique ici, qu'est-ce qui pourrait impacter vos résultats? Bon, on ne va pas regarder le détail, bien sûr, sinon on y passerait 2 heures. Mais c'est quelques idées sur lesquelles vous pouvez réfléchir pour comprendre pour vous forcer à l'awareness, pour essayer que votre appréciation de l'impact soit complet, hein, même s'il est très estimé, hein, mais pour vous obliger à penser à l'impact court terme, moyen terme, long terme. Et donc, la conclusion de ce que je voulais vous dire ici, c'est que gérer la sustainability et gérer la résilience, eh bien, c'est une condition non seulement pour avoir demain de la croissance, parce que c'est ça qui créera la croissance, un nouveau type de monde, mais créerait aussi la résistance aux effets extrêmes que ce nouveau type de monde est en train de créer par des risques systémiques, devenant globaux dans beaucoup de choses. Hein. On passe d'un modèle économique à un modèle qui maintenant veut créer du capital économique, donc de la prospérité, du capital planète, donc du capital nature, et du capital social, du capital people. Donc, chaque fois que vous prenez une décision, pensez à ça. Qu'est-ce que j'ai comme impact? Quelle est ma tolérance pour ne pas réussir à donner cet impact ou ne pas réussir à ne pas dépasser cet impact, hein. Donc, chaque fois, quand vous prenez une décision, posez-vous la question prosperity, people, planet, non seulement en est-ce que j'atteins mon impact, mais est-ce que je ne suis pas en dépassement de mon incertitude, hein, sur base des scénarios que vous avez faits. Et pour vous aider un peu à réfléchir à ça, peut-être, je ne l'ai pas ici, tiens. Je vais vous montrer, je vais fermer l'écran ici, je vais vous montrer je vais repartager l'écran avec quelque chose d'autre.
Voilà, donc ça c'est un outil interactif que vous pouvez trouver sur le site internet du World Economic Forum qui s'appelle Strategic Intelligence. Et c'est un outil qui, à partir d'un thème, ça par exemple c'est Global Risk, hein, vous dit quels sont les premiers impacts immédiats et quels sont les impacts seconds auxquels vous pouvez penser. C'est aussi un outil qui, si par exemple vous voulez vous dire, eh bien, je fais de la biotechnologie, je me mets là, eh bien, quelles sont les premières questions sur l'impact que je peux avoir et quelles sont les secondes questions sur l'impact indirect que je peux avoir. Chacun de ces impacts peut bien sûr être positif ou négatif. Hein. Vous pouvez bien sûr regarder après l'innovation, etc. Donc, je vous encourage vraiment à utiliser un outil comme celui-là pour vous forcer à ne rien oublier, pour vous forcer à mettre sur la table avec un outil indépendant, parce que souvent, lorsque une personne unique met sur la table, on a tendance à dire « oui, d'accord, mais on verra, c'est trop compliqué maintenant, c'est pas pour tout de suite, c'est pour après. Hein ». Donc, un outil indépendant, parfois, peut vous aider. Et l'intérêt de cet outil aussi, c'est que vous avez dans chacun des domaines qui sont ici énormément d'articles de fond. Parce que je crois que pour demain, il faut aussi devenir des champions du risque, c'est-à-dire savoir connaître beaucoup plus, comprendre plus les choses. Donc, si vous avez un domaine de prédilection ici et que vous désirez lire des articles écrits par n'importe quelle source du monde, hein, donc il n'y a pas de, c'est pas les États-Unis uniquement, loin de là, hein, vous pouvez aussi avoir accès ici à des articles très intéressants. Donc, c'est vraiment un outil qui vous aide à développer vos scénarios, à comprendre l'awareness, à estimer l'impact, que je vous encourage à utiliser, en tout cas, pour tout ce qui est ces risques nouveaux. Voilà, donc je terminais et je voulais vous dire aussi, donc, je ne sais pas pourquoi ça part. Bon, ceci, donc c'est non seulement pour survivre, hein, pour pouvoir adresser la résilience, mais aussi c'est pour prendre l'opportunité de la sustainabilité. Parce que tous les deux font référence à des mêmes facteurs relatifs à la santé, au climat, à l'économie, etc. Donc, on ne peut pas faire ça sans ça. Et on ne dit pas qu'on est résilient parce qu'on est sustainable, et le contraire. Donc, je voulais vous dire ceci, qui n'est pas moi qui l'ai écrit, c'est la présidente de l'IMF. I want to say loud and clear that the best memorial we can build to those who have lost their life in the pandemic is to build a world that is greener, smarter and fairer. Voilà, donc j'y crois fortement. Et je vous encourage à y croire aussi.